Rendons-nous d'abord tout de suite à l'Assemblée nationale où la commission des lois constitutionnelles s'est réunie cet après-midi. Les travaux en commission se sont déroulés en présence du ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Ndji, et au centre des échanges, l'examen du projet de loi portant sur la modification de certaines dispositions du Code électoral. Nous y reviendrons. Renforcer les capacités des acteurs nationaux dans la lutte contre les flux financiers illicites et la corruption. Voilà l'objectif d'une session de formation qui se tient depuis ce matin au Conrad International Hotel à Yaoundé. C'est sur la lutte contre la criminalité financière qui fait donc des ravages. Cette formation est co-présidée et co-organisée par l'Office international de la police criminelle Interpol, par la Délégation générale de la Sûreté nationale et la Société de recouvrement des créances du Cameroun. La cérémonie protocolaire d'ouverture, sous la présidence du délégué général à la sécurité, à la Sûreté nationale, Martin Bagangele, s'est déroulée donc en présence de Madame le ministre délégué à la présidence de la République chargée du contrôle supérieur de l'État et de bien d'autres personnalités de la République qui étaient sur la table. Compte rendu de Lucien Bala. 5 jours, c'est le temps que durera cette formation sur la lutte contre la criminalité financière. Les experts d'Interpol et les autorités camerounaises partageront leurs connaissances et leur expérience pour aider à blinder le dispositif national face à ces menaces. Des organes judiciaires spécialisés ont été mis en place, notamment le tribunal criminel spécial et la Chambre des comptes. Ces dispositifs sont complétés par des organes extrajudiciaires tels que le contrôle supérieur de l'État et le conseil des disciplines budgétaires et comptables, ainsi que des institutions indépendantes comme la Commission nationale anticorruption CONAC et l'Agence nationale d'investigation financière ANIF, sans oublier la Société de recouvrement des créances, bras séculier de l'État en matière de recouvrement des avoirs indus. La session de formation abordera également des sujets tels que les techniques de blanchiment d'argent, la détection des transactions suspectes et la coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité financière. Face à l'urgence de lutter contre la criminalité transnationale organisée en général, et de même que la corruption et le blanchiment des capitaux en particulier, Interpol a inscrit depuis 2022 la lutte contre la criminalité financière parmi les 4 programmes mondiaux. Le programme Criminalité financière et corruption de notre organisation se décline en 3 axes, à savoir l'anticorruption, la lutte contre la fraude et anarque au paiement, ainsi que le recouvrement d'avoirs et la lutte contre le blanchiment d'argent. Ce programme est porté par le Centre Interpol de lutte contre la criminalité financière et la corruption, dont je salue la présence de ces experts parmi nous. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement camerounais pour renforcer son système de lutte contre la corruption et la criminalité financière et pour se conformer aux normes internationales en la matière. À travers l'organisation de ces assises qui vont durer 5 jours à Yaoundé, la Société de recouvrement des créances du Cameroun affirme son rôle stratégique dans le renforcement des capacités nationales en matière de lutte contre la criminalité financière tout en consolidant la coopération internationale. Regardons tour à tour le commissaire divisionnaire Richard Evina Ngolo qui est formateur à Interpol et puis Madame le directeur général de la SRC. Alors, le recouvrement des avoirs criminels constitue un enjeu important pour l'État du Cameroun, dans la mesure où ces recouvrements peuvent permettre d'améliorer le taux de recouvrement des recettes non fiscales de l'État. Vous savez, actuellement, on fait dans le tout fiscalité. Quand il y a un petit problème, on augmente les taxes. Si l'État se concentre sur le recouvrement des créances non fiscales, nous pouvons avoir une légère accalmie
sur la situation fiscale. Le séminaire de renforcement des capacités Interpol va nous permettre d'avoir des outils modernes de lutte contre les mécanismes complexes du blanchiment des capitaux, notamment les sociétés écrans, l'utilisation de la crypto-monnaie, qui sont des outils nouveaux, et il faudrait que nous puissions avoir également des outils pour contrecarrer les criminels économiques. Interpol, c'est tout ce qu'il y a comme outil pour pouvoir apporter un appui à ces États membres en termes de formation, comme c'est le cas aujourd'hui, nous sommes là, en termes d'appui aux enquêtes, en termes d'appui opérationnel et en termes d'élaboration même des stratégies de lutte contre toutes les formes de crimes transnationaux organisés. Le Cameroun, notre pays, et je parle au nom d'Interpol, mais je viens du Cameroun, est pays membre d'Interpol depuis 1961. Et c'est important de le relever. Et à cette date-là, le Cameroun avait été parmi les premiers pays africains à adhérer à cette organisation internationale. Et au sein de l'organisation internationale de police criminelle Interpol, le Cameroun est, après le Kenya, le deuxième pays africain qui apporte des ressources humaines à Interpol, en dehors des contributions statutaires que chaque État membre doit apporter. Nous revenons sur les travaux de la Commission des lois constitutionnelles cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il était question de discuter du projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code électoral. Nous allons écouter le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atangandi, qui a été approché par Cyril Akono. Il y avait quelques contraintes et aujourd'hui, je crois que l'article 170 a été modifié. Parce qu'avant, il y avait un délai précis pour ces mandats ou pour les prorogations. Maintenant, le chef de l'État est le président de la République d'un État souverain et il peut user des pouvoirs discrétionnaires. Donc je crois que ce qui arrive aujourd'hui, c'est que le chef de l'État a la latitude maintenant. En cas de nécessité, il peut proroger ou abréger. Donc on n'a plus besoin de dire qu'on va faire pour 3 mois, 4 mois, 5 mois. Je crois que c'est important de laisser cette latitude au chef de l'État. Le Cameroun est un émoi de Garoua à Douala. L'horreur frappe régulièrement les visages innocents, transformant parfois les foyers et des quartiers en scènes de désolation indescriptible. Entre le meurtre atroce d'une fillette en Kouaban après un viol et celui d'une autre enfant à Douala par son oncle, la nation fait face à une urgence morale. Comment donc stopper le cycle de la violence qui consume notre avenir? La réponse dans cette analyse de Larissa Liken. Malheureusement pour les enfants, le danger ne rôde pas toujours dans l'obscurité d'une ruelle isolée. Ils s'assoient parfois à leur table, partagent leur repas et leur rire. Le témoignage bouleversant de Serge Wilfried Mahot, ancien judoka, révélant sur les réseaux sociaux à l'âge de 50 ans les abus subis par son oncle alors qu'il n'en avait que 7, illustre tragiquement cette réalité. Pour protéger nos enfants, il est important de déconstruire le mythe du grand méchant loup inconnu et de comprendre que le bourreau, souvent tapis dans le cercle familial, peut être un individu souffrant de troubles mentaux profonds qu'il dissimule sous un masque de normalité. Essayez de regarder leur profil. C'est jamais des gens qui viennent de loin. Ce sont toujours des gens qui sont très proches de nous. Un oncle, une tante, un voisin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord constater que 90%, vous allez dire presque toute la société camerounaise est malade. Nous avons autour de nous des malades mentaux sans que nous ne le sachions. Ils écument notre société. Et face à ces situations, l'on trouve souvent pour seule excuse la sorcellerie, pour seule raison le fétichisme. Ça n'est pas là tout le problème. Si l'on ne va pas loin pour résoudre ce problème, on ne va pas s'en sortir. On aura beau sensibiliser nos enfants, mais si on ne soigne pas ceux-là qui sont malades, on va continuer de vivre ces crimes-là. Alors, la prévention ne doit pas être un culte de la peur, mais une transmission du pouvoir. Il s'agit de donner à l'enfant les outils nécessaires pour identifier et rejeter l'inacceptable. Par exemple, la sacralité de son corps. L'enfant doit intégrer que toute zone couverte par ses sous-vêtements constitue son espace privé et il en est le seul maître. Alors, personne, sous aucun prétexte, n'a le droit d'y porter la main.
Ensuite, la libération de la parole, car en transformant le foyer en un sanctuaire de dialogue, on neutralise le silence qui protège toujours l'agresseur. Après cela, nous proposons une très bonne sensibilisation. Il faut apprendre nos enfants à craindre ceux qui sont autour de nous, à craindre le danger. Il faut leur apprendre à se confier en nous. Il faut leur apprendre à ne pas aller où cela ne leur est pas permis. Il faut leur donner des habitudes qui leur permettent de rester dans un périmètre de sécurité. Au-delà des mots, les parents doivent devenir les sentinelles du bien-être de leur progéniture. Certains signaux, parfois jugés négligeables, sont en réalité des cris de détresse muets. Un changement soudain de comportement, un refus catégorique et inexpliqué de se rendre chez un proche, ou encore l'apparition de cauchemars répétés sont autant d'alertes que nous ne devons jamais ignorer. Que les parents éduquent bien leurs enfants, leur apprennent à être plus prudents à l'avenir, même avec le tonton le plus proche, parce que malheureusement, ces auteurs-là, ces acteurs de mauvais coups ne viennent jamais de loin. Donc, sensibilisation pour nos enfants et normaliser le fait pour ceux qui sont autour de nous et pour nous-mêmes de consulter un psychologue lorsqu'on se rend compte que ça ne va pas bien. Si la justice se doit d'être implacable, la vigilance citoyenne, elle, demeure notre premier rempart. Les drames de Nkwaban et de Douala nous rappellent cruellement que la protection de l'enfant dépasse le cadre privé. C'est un véritable contrat social. Alors, en brisant les tabous, comme l'a fait cet ancien judoka des années plus tard, nous ôtons au bourreau leur arme la plus efficace, le silence et l'ombre. Une onde de choc traverse le pays suite à des actes de violence sur les enfants depuis quelque temps et d'une rare intensité. En l'espace de quelques mois, les visages de jeunes victimes comme Mathis, 6 ans, et la petite Divine, 11 ans, sont devenus les symboles d'une urgence nationale. Alors, entre l'indignation qui sature les réseaux sociaux et ceux qui parlent de meurtre, ou plutôt ceux qui pensent qu'il faut saisir les tribunaux, nous allons voir quelles sont les dispositions juridiques nationales en la matière avec Monique Bamio. C'est une série noire que le Cameroun peine à regarder en face. Chaque crime, reflet d'une cruauté inexplicable. Mathis, 6 ans, la petite nièce de Tchanganana, 1 an, et la semaine dernière, Divine, 11 ans, dont le calvaire à Yaoundé a soulevé une indignation sans précédent. Des vies brisées par ceux-là même qui auraient dû les protéger. Face à cette cruauté, la réponse de l'État se veut implacable pour le présumé coupable du viol et du meurtre de la jeune Divine, comme pour celui de la nièce de Tchanganana, âgée d'1 an. Le code pénal camerounais ne prévoit aucune demi-mesure en cas de culpabilité avérée. Le meurtre d'un mineur est qualifié d'assassinat dès lors qu'il y a préméditation ou cruauté aggravée. Au Cameroun, la loi camerounaise protège en particulier le code pénal, prévoit des dispositions spécifiques pour protéger les enfants contre des violences. Nous avons l'article 350 du code pénal qui stipule que les peines prévues pour les infractions commises sur les mineurs de moins de 15 ans sont particulièrement sévères. Les peines dans le code pénal vont de 10, 20 jusqu'à la peine de mort. Si le Cameroun observe un moratoire de fait sur les exécutions depuis 1997, les tribunaux continuent de prononcer la sentence capitale ou la prison à perpétuité pour marquer la gravité des faits, comme ce fut le cas pour l'affaire Dagobert Ouafo. Le code pénal a juste statué sur l'infanticide, le volet qui est l'homicide de la mère sur l'enfant. Le procureur se saisit de 2 façons, c'est-à-dire le ministère public, soit par un acte de flagrance, soit par la clameur publique. Entre cris de colère et appel à une justice exemplaire, le pays attend désormais que les procès s'ouvrent pour que le nom de ses enfants ne soit plus seulement associé à l'horreur, mais à un tournant judiciaire majeur. Dans l'actualité internationale ce soir, il faut savoir que la Communauté économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest a désigné le chef de l'État du Ghana, Nana Akufo-Addo, pour présider la délégation d'observateurs électoraux qui devra donc se rendre au Bénin le 12 avril prochain. Dans ce pays, il y aura élection présidentielle. Et selon le communiqué qui a été rendu public, cette équipe sera déployée sur le terrain en application des dispositions du protocole additionnel de l'organisation relatif à la démocratie et à la bonne gouvernance qui régit
les procédures d'observation électorale dans la sous-région. Darlene Mimboui. La CEDEAO a annoncé la nomination de l'ancien président ghanéen Nana Akufo-Addo à la tête de sa mission d'observation électorale pour l'élection présidentielle au Bénin prévue le 12 avril prochain. Selon le communiqué, cette mission sera déployée du 7 au 15 avril, conformément au protocole additionnel de l'Organisation sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui encadre les processus d'observation électorale dans la région. Près de 7,9 millions d'électeurs béninois sont appelés aux urnes pour élire le successeur du président sortant Patrice Talon, dont le mandat s'achèvera en mai prochain. 2 candidats sont en lice, Romuald Wadani, représentant du parti au pouvoir, l'Union progressiste Le Renouveau, et actuel ministre de l'économie et des finances, et Paul Oungpe, candidat du parti des forces Kori pour un Bénin émergent. Le principal parti d'opposition, les démocrates, ne participe pas à ce scrutin. Sa candidature a été rejetée faute de parrainage suffisant. La campagne électorale doit s'achever le 10 avril, 2 jours avant le vote. La page sportive a assez fourni ce soir à Douala. Nous parlons d'abord du tournoi inédit de pétanque qui a réuni joueurs et amoureux de cette discipline, transformant un simple terrain sablonneux en un véritable espace de compétition, de partage et de cohésion sociale. Parti du sud de la France, ce jeu traditionnel se fait aujourd'hui sur place au Cameroun, rassemblant de plus en plus des adeptes. Cette initiative portée par l'association équestre de Douala avec le soutien de ses partenaires suscite déjà un vif intérêt. Les détails dans ce reportage de Jackie Niebele. Sur un terrain sablonneux transformé en arène de précision, les regards sont tendus, les gestes maîtrisés. Ici, chaque boule lancée porte une ambition, celle de faire la différence. Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, tous réunis dans des équipes mixtes, partagent bien plus qu'un jeu, une même passion. À Douala, la pétanque devient un langage commun, chose que Francis Gandhi a bien voulu faire savoir. Alors, il faut savoir qu'on est d'abord en centre équestre. On est un club qui ouvre ses portes à tous les Camerounais. On a pas mal de membres, notamment des enfants à partir de 3 ans. Et on a voulu aujourd'hui, dans le cadre du centre, vous avez eu l'occasion de visiter, d'organiser le premier tournoi de pétanque multiclub. Donc c'est le tout premier tournoi organisé à Douala du genre. Et je suis particulièrement satisfait du nombre, de l'engouement, de la qualité des joueurs. Et c'est comme quoi la pétanque a des beaux jours au Cameroun. L'idée aujourd'hui, c'est de continuer de promouvoir le sport équestre autour de plusieurs sports comme la pétanque, le ping-pong, l'équitation, voilà, la course à pied. C'est un peu ça l'objectif. Et c'est un peu la mission que le comité, que j'ai l'honneur de présider, s'est fixé comme mission. Une première au Cameroun qui n'a pas laissé ses participants indifférents. La première fois que je vois un tournoi aussi bien organisé ici, là, depuis que je suis ici. L'AED a été complètement transformé, chamboulé pour pouvoir préparer cet événement. Donc bravo aux organisateurs. Personnellement, je ne me suis pas inscrit parce que j'avais d'autres obligations, mais je trouve que l'organisation est au top. Et comme toujours à l'AED, quand un événement est organisé, c'est toujours fait à 100%. Derrière cette réussite, des partenaires engagés qui n'ont pas hésité une seule seconde d'apporter leur soutien à l'organisation de ce tournoi, tels que Universal Business Machines, PMUC, le groupe SABC, la Factory 237 et le restaurant Le Lily Marlin, tous mobilisés pour accompagner cette dynamique. C'est un sentiment de fierté, c'est toujours une occasion idoine pour nous de nous accompagner l'AED dans toutes ces activités. Aujourd'hui, on assiste à un tournoi de pétanque. Le pétanque, c'est un sport pratiqué uniquement à Douala et on aimerait bien accompagner l'AED à le vulgariser dans tout le Cameroun. Même la pluie n'a pas réussi à freiner l'élan des participants. Demi-finale et finale se sont jouées sous les gouttes dans une ambiance toujours électrique. Au terme d'une finale disputée jusqu'au bout, Michael Benoît s'impose, remportant cette première édition.
À Douala, la pétanque dépasse désormais le tournoi FIFA Série 2026 ce mardi. Le Cameroun sera face à la Chine avec pour ambition de se relancer et de rassurer. La Chine, par contre, va chercher à s'assurer la première place dans la session australienne de la FIFA Série 2026 en affrontant les Lions indomptables à Miami Park pour son dernier match du tournoi amical. Il faut rappeler que battus lors de leur entrée en lice face à l'Australie, les Lions indomptables n'ont plus droit à l'erreur. Frampek. La première sortie des hommes de David Pagou n'a pas répondu aux attentes. Dominés par une équipe australienne solide, les Lions se sont inclinés sur la plus petite des marges, laissant apparaître des lacunes, aussi bien dans l'animation offensive que dans la gestion des temps forts. Un revers frustrant qui oblige désormais le sélectionneur à revoir sa copie. Face à la Chine, le Cameroun devra afficher un tout autre visage. Plus d'intensité, plus de précision, mais surtout une meilleure efficacité dans les zones décisives seront indispensables pour espérer renouer avec la victoire. Conscient des enjeux, David Pagou devrait procéder à quelques ajustements dans son 11 de départ afin d'insuffler une nouvelle dynamique et de redonner confiance à un groupe en quête de repères. Pour mener à bien son projet, le technicien camerounais a opté pour une séance d'entraînement en milieu d'après-midi d'une durée de 70 minutes, bien avant celle de son adversaire, qui était plus axée sur la rigueur tactique sur les phases défensives et offensives. Comme promis en début de stage, le sélectionneur des Lions indomptables va faire tourner son effectif ce mardi pour se faire une idée précise et réelle de tout le groupe. Sans surprise, certains remplaçants du match contre l'Australie vont débuter la rencontre face à la Team Dragon de Chine avec Jackson Tchatchoua comme capitaine. Contraint de l'emporter pour espérer terminer en tête de la section australienne de FIFA Series, le groupe de David Pagou peut néanmoins puiser de l'encouragement dans sa récente forme à l'extérieur avec 3 victoires lors de ses 5 derniers déplacements. Un dernier rendez-vous pour conclure le stage et poser les bases des prochaines échéances. Chine-Cameroun aura donc lieu ce mardi 31 mars dès 7h heure du Cameroun à l'Ami Park de Melbourne en Australie. C'est la fin de cette édition du 19h30 sur BNews One, journal télévisé réalisé avec le concours de Banga Bikié, caméra, Lucien Bala et Monique Bamio, coordination, rédaction, édition, Fabiola Atama, gestion des plateformes numériques Fred Ngele. Au nom de tous, je vous souhaite de passer de très bons moments en regardant les programmes de BNews One qui se poursuivent. À demain.